Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue dans la planète demain sur Sud Radio, bien entendu. C'est l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir et même l'honneur de recevoir simultanément deux personnalités du monde automobile. J'ai nommé Éric Vigouroux, entrepreneur et ancien pilote de rallye, qui a organisé et participé avec son équipe à la fameuse croisière verte en traversant l'Afrique à bord de voitures électriques, mais pas n'importe lesquelles. Vous allez être bluffé, il va nous en parler dans un instant. Et un second invité qui se nomme Henri-Jacques Citroën. Et oui, son nom de famille vous parle forcément, car il s'agit du petit-fils du célèbre André Citroën, constructeur automobile français dont on connaît les modèles à succès bien sûr, à commencer par la 2 chevaux, la DS19, la SM Maserati et bien sûr un certain nombre de nouveaux modèles contemporains. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur Sud Radio. Je suis vraiment ravi de vous recevoir pour une émission assez spéciale autour d'un exploit qui est le vôtre d'ailleurs, cher Éric Vigouroux. Mais tout d'abord, cher Éric, pouvez-vous en quelques mots vous présenter afin que nos auditeurs comprennent quel aventurier des temps modernes vous êtes? Ben écoutez, avec plaisir. D'abord, merci de me recevoir sur votre antenne. En fait, moi, je suis originaire du Puy-en-Velay. Je suis fils de concessionnaire automobile. Mon père a fait toute sa vie, toute sa carrière dans le milieu automobile. Et mon grand-père aussi, d'ailleurs, puisqu'il a même travaillé chez André Citroën dans sa succursale de Lyon en 1929. On a trouvé ce document récemment, un petit peu par hasard. Et voilà, c'est dans ce contexte que j'ai grandi au Puy-en-Velay. Et quand le premier Paris-Dakar est apparu à la télé, j'avais 12-13 ans. Ça a été une révélation pour moi, à la fois pour l'Afrique et puis pour ces grandes aventures automobiles. Et quand voilà, j'ai vu ces premières images du Dakar en direct, ça a été pour moi une vraie révélation avec l'idée fixe de tout faire pour un jour participer à ce genre d'aventure. Ça m'a pas lâché et c'est ce que j'ai fini par réussir à faire à l'âge de 25 ans quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Alors justement, vous parliez d'exploits en célébration du centenaire de la fameuse croisière noire d'André Citroën qui s'était déroulée du 28 octobre 1924 au 26 juin 1925. Vous avez créé la croisière verte. Donc une centaine, enfin même 100 ans après, pile poil 100 ans après. Jour. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette croisière verte et quel rapport essentiel avec la croisière noire? Alors, c'est parti d'abord de ma carrière de rallye raid. J'ai fait 20 ans de rallye raid et une quinzaine de Paris-Dakar. Et au bout de ces années d'expérience dans cette discipline, j'ai eu le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour. La passion s'est un petit peu émoussée. Et j'étais à la recherche d'un nouveau départ. Et puis, très clairement, le monde a changé, les choses ont énormément évolué. Il y a ces défis environnementaux que nous sommes tous en train de constater un peu plus chaque jour. J'ai aussi 4 enfants qui régulièrement me demandaient si mon sport était aussi cool qu'il en avait l'air, en tout cas tel que moi je l'avais perçu au début. Et donc j'ai décidé de faire ma petite révolution. Ça a commencé par prendre la décision d'arrêter le rallye raid directement il y a une dizaine d'années. Et depuis cette décision, je cherchais un prétexte ou une idée, je ne sais pas comment le dire, ou une belle histoire pour retourner dans les grands espaces africains, mais d'une manière plus vertueuse, plus en phase avec la période actuelle. Alors, pour revenir sur la croisière noire dont je parlais il y a un instant, elle partait à l'inconnu, elle traversait des pays sans route et parfois même sans piste, alors que la croisière verte a roulé sur des voies balisées, j'imagine, enfin un peu plus balisées que la croisière noire. Mais particularité extrême, à bord de minuscules véhicules qui sont plutôt insolites pour une expédition comme celle-ci. Et j'ai nommé 4 Citroën AMI électriques avec une forme très cubique, conçues comme des mini-voitures de ville et avec une autonomie qui est plutôt, on va dire, légère, 60 km, 2 sièges et aucun espace de rangement. En tout cas, ce que j'ai vu des images, et ça paraît incroyable. Mais quelle relation avez-vous avec la marque Citroën notamment ? Ma relation, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est un peu historique puisque mon père a fait sa carrière dans le milieu automobile. Il a fait sa formation de mécanicien chez Citroën. C'était le garage Poudreau au Puy-en-Velay à l'époque. Et il était devenu le spécialiste de l'entretien des 2 chevaux dans le bassin du Puy-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire. Et puis, pour vous expliquer un petit peu la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de la croisière verte, c'est tout simplement parce que je suis tombé par hasard sur un vieux bouquin qui s'appelle La croisière noire, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mes beaux-parents il y a 2 ans, l'été 2022.
Et en lisant ce récit, j'ai été complètement fasciné et j'ai réalisé que ce que ces hommes-là avaient vécu était 10 fois plus difficile que le plus difficile des Paris-Dakar dont on avait pu voir ou entendre parler. Donc, comme on était à 2 ans du centenaire, j'ai pensé que c'était une belle opportunité pour lancer cette idée. Et très vite, j'ai commencé à constituer une équipe. J'ai retrouvé des préparateurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler pour préparer mes voitures de course. Et le dernier élément qui me manquait, qui était vraiment fondamental pour moi, c'était la légitimité de pouvoir le faire. Et pour ça, il fallait que je me tourne vers la famille Citroën. J'ai eu droit à ma première visioconférence avec Henri Jacques qui est en face de moi, qui m'a écouté longuement, sans dire grand-chose. Et à la fin, il m'a dit je trouve l'idée vraiment très intéressante. Sur le principe, tu as le soutien de la famille Citroën. Et là, c'était parti. Alors, j'en profite justement à cette occasion pour passer la parole à notre second invité, que nous avons également l'honneur de recevoir aujourd'hui dans les studios de Sud Radio, monsieur Henri-Jacques Citroën, qui est, comme je le disais encore une fois tout à l'heure, petit-fils du très célèbre André Citroën. Alors, cher Henri-Jacques, pouvez-vous, en quelques mots, nous parler de vous ? Je suis le petit-fils d'André Citroën, comme vous venez de dire. Mais vous n'êtes pas que le petit-fils d'André Citroën. J'ai vécu longtemps en Amérique latine. J'ai voulu aller là-bas étant jeune parce que je trouvais que la société française était un peu trop figée. Donc je me suis dit, je vais aller dans un pays neuf qui avait un grand avenir à l'époque. En tout cas, c'était le Venezuela. Et donc j'ai vécu des années extrêmement intenses, représentant beaucoup d'industries françaises, des secteurs sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques. Incidemment, j'ai représenté aussi l'entreprise des engrenages Citroën, qui existe encore, qui est un des leaders mondiaux dans ce domaine, oui, qui s'appelle maintenant CMD. Et j'ai conseillé les grands groupes français dans le domaine des relations institutionnelles, communication et RSE. Et puis, il y a 7 ans, je trouvais que le moment était venu de revenir en France. Et donc depuis, je suis vice-président d'une grande entreprise d'intelligence économique et d'éthique des affaires. Et je suis aussi conseiller du commerce extérieur de la France depuis une trentaine d'années. Et puis j'ai une activité aussi qui occupe partie de mon temps, c'est l'initiative que j'ai prise de faire entrer André Citroën au Panthéon. Alors on va en parler un petit peu tout à l'heure. Pour le moment, Éric Vigoureau, vous avez tenu votre pari, et bien entendu, et vous êtes parti le 28 octobre 2024 de Ouarzazate au Maroc pour arriver au Cap, en Afrique du Sud, le 28 février 2025, soit un périple de 4 mois à travers l'Afrique. Mais quel exploit! Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de relever ce défi, en plus de célébrer le centenaire de la Croisière Noire de 1924? Eh bien, c'était justement de démontrer que même en 2025, on pouvait encore rêver, on pouvait encore organiser des grandes expéditions comme au siècle passé avait très bien su le faire André Citroën, qui avait possibilité encore de faire rêver les gens, de les emmener voyager et en même temps de leur parler des technologies d'aujourd'hui. Et c'était ça aussi l'un des objectifs essentiels, c'était non seulement de s'appuyer sur cette belle histoire qui a vraiment eu lieu, la Croisière Noire, mais en même temps d'en profiter pour parler de la mobilité d'aujourd'hui, la mobilité de demain. Et c'était le but de cette démonstration technologique et je pense que de ce point de vue-là, on a réussi notre coup. Alors Henri Jacques, dans ma question précédente, je faisais référence à la fameuse expédition Citroën Centrafrique, appelée la Croisière Noire et imaginée et même organisée par votre grand-père André Citroën. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur cet événement déjà centenaire, puisque vous devez le connaître? La Croisière Noire, c'est une expédition extraordinaire qui était voulue par mon grand-père avec l'intention d'ouvrir des voies de communication dans tous les pays africains, aussi bien de l'Afrique francophone qu'anglophone. Parce qu'ils s'étaient rendu compte que pour que ces pays se développent, il fallait qu'il y ait des routes, il fallait qu'il y ait des manières de transporter les marchandises, il fallait donner de la mobilité à la population. Donc, avec les autochenilles, donc c'est les voitures, je vais préciser ça pour les auditeurs, c'est des voitures qui sont les précurseurs des voitures tout-terrain, c'est des voitures qui ont à l'avant des roues, disons normales, et à l'arrière des chenilles comme les chars de guerre. Donc c'est des voitures qui peuvent passer partout. Donc ils ont décidé de traverser toute l'Afrique et à bord il y avait j'étais une vingtaine d'expéditionnaires, mais parmi ces expéditionnaires il y avait des scientifiques. C'était pas simplement une expédition pour montrer que les voitures Citroën étaient fiables et étaient vraiment à l'avant-garde, mais c'était aussi pour vraiment connaître le continent. Donc anthropologues, géologues, historiens.
Il y avait aussi cinéastes, photographes, et ils ont rapporté de ce périple une masse énorme d'informations qui ont permis de mieux connaître le continent. Il y a d'ailleurs une chose qui m'a frappé, c'est que à l'occasion de la préparation d'un timbre qui va être émis par la Poste en France l'année prochaine en l'honneur d'André Citroën, je voulais voir quels sont les pays qui avaient dans le monde émis des timbres, et j'ai découvert qu'en Afrique, il y a 6 pays qui ont émis des timbres en l'honneur d'André Citroën 80 ans après la Croisière noire. C'est donc que André Citroën a laissé un souvenir impérissable. Je trouve ça quand même assez incroyable. Je voulais juste dire une chose, c'est que je suis épaté par ce qu'a fait Éric Vigouroux et son équipe, parce que traverser toute l'Afrique, donc 16 000 kilomètres à bord de ce que j'appelle une caisse, avec en plus de ça le bras droit qui est dans une position très inconfortable dans la mesure où la place du passager était occupée par les panneaux solaires pliés et il ne laissait pas de place pour le bras. Je vous propose qu'on en reparle après une petite pause. On va faire une petite pause et on va avoir aussi Thibaut, le French Trotter de l'émission. On se retrouve dans un court instant et on reparle de tout ça très vite parce que c'est vraiment très intéressant et passionnant. Merci, à tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour Thibaut, notre French Trotter national. Aujourd'hui, vous vous êtes intéressé à une nouvelle solution de chauffage qui allie confort et respect de la planète. Et pour cela, vous vous êtes rendu dans le Pas-de-Calais, c'est bien cela ? Exactement Christophe, je reviens de Billy-Berclos, entre Lens et Lille, où j'ai visité l'usine Atlantique. Car là-bas, on fabrique des pompes à chaleur et des chaudières à gaz. Et j'ai pu découvrir des lignes de production ultra modernes où les produits prennent forme à partir de composants fabriqués en France et en Europe. Mais l'objectif de ma visite, c'était surtout leur toute nouvelle pompe à chaleur hybride qui associe le meilleur des deux mondes, l'efficacité et la sobriété d'une pompe à chaleur d'un côté et la fiabilité d'une chaudière à gaz de l'autre avec une fiabilité pour les périodes de forte demande énergétique. Et pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Christophe Guidon, le directeur du site. Allons-y. On y va. C'est un site sur lequel nous fabriquons des pompes à chaleur et des chaudières. C'est un site de 450 collaborateurs qui a été construit en 2015. Le produit phare dont on parle aujourd'hui, c'est la pompe à chaleur hybride. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? C'est un système qui à la fois combine les avantages de la pompe à chaleur et de son efficacité énergétique et en même temps une chaudière gaz pour absorber les crêtes et de pics d'énergie, de consommation d'énergie et d'apporter le confort quand il fait très froid ou quand on est en situation de pic énergétique. Est-ce qu'on peut quantifier l'économie en termes d'énergie pour un foyer ? On a fait des tests récemment sur une maison à Rouen et on était sur 41% par rapport à une chaudière gaz conventionnelle sur une année complète. Donc quasiment diminué de moitié. Donc on parle de bi-énergie, donc tantôt gaz naturel, du gaz vert d'ailleurs aussi ? Oui absolument, puisqu'on est compatible avec tout ce qui est nouveau biogaz ou gaz de standard. Ouais. Et tantôt électricité, pompe à chaleur. Comment se fait le pilotage entre les deux ? En fait, nous avons plusieurs modes de pilotage. Soit un mode qui est orienté sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qui met en avant la pompe à chaleur et juste quand on est, dans les températures les plus froides, la chaudière se met en place. Ou alors des modes intelligents basés sur le rapport entre le prix de l'électricité et du gaz, qui eux vont faire une optimisation économique où on va équilibrer le gaz et l'électricité pour avoir le meilleur gain sur la facture. On parle de trajectoire vertueuse sur le plan du chauffage et la consommation énergétique. Est-ce que vous ici, en termes de production aussi, vous faites un effort sur la manière dont vous produisez pour réduire l'empreinte carbone ? Oui, absolument. On le fait de deux façons. Déjà dans la conception de nos produits, en éliminant le maximum de substances comme le polystyrène, passage au carton, et sur nos produits eux-mêmes. Donc on a un travail là-dessus. Également au niveau du site,
en travaillant sur la réduction de nos consommations d'énergie et sur le traitement de nos déchets, la valorisation de nos déchets. On a visité l'usine à Billy-Berclos, maintenant on est à Billy-Montigny, à quelques kilomètres, avec monsieur Erkman, qui a fait le choix d'une pompe à chaleur hybride. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors tout simplement, nous on a racheté cette maison il y a maintenant 5 ans et on avait un chauffage qui était vétuste et on avait la chance de connaître quelqu'un qui nous a inventé les mérites de cette chaudière. Donc on s'est laissé séduire et le résultat a été plus que concluant. Sur la facture de gaz du mois dernier par rapport à l'an dernier, moins 36%. Je suis avec François Besse, qui est l'installateur de cette PAC hybride. Pour rappeler en 2 mots le principe de la pompe à chaleur. On vient prendre les calories dans l'air, on les transforme en énergie, c'est ça? Exactement, c'est ça, c'est le principe de la thermodynamie. Moi j'aime bien dire que c'est comme la pompe à vélo, vous venez comprimer l'air et ça vient faire chauffer. Effectivement, on vient capturer les calories dans l'air pour les remettre dans le circuit d'eau de chauffage. Vos clients, ils ont conscience de faire un geste pour l'environnement? Alors le premier critère, c'est économique. Vraiment aujourd'hui c'est ça. Donc, quand on leur explique qu'effectivement on fait un geste pour l'environnement parce qu'on va consommer moins de gaz, même si aujourd'hui le gaz, il y a du biogaz dans notre circuit de distribution, effectivement on sent des clients de plus en plus impactés par tous ces messages et voilà, qui sont cohérents. Et donc forcément la PAC hybride, c'est le moyen de chauffage le plus simple à être mis en œuvre pour faire une action très vite sur des économies et aussi pour l'environnement. Ouais. Alors avec cette pompe à chaleur hybride, voilà une solution d'avenir pour un chauffage durable et à bon marché bien sûr. Merci beaucoup Thibaut, on vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles découvertes écologiques, toujours plus positives, tout comme vous d'ailleurs. Merci Thibaut. Alors nous revenons dans les studios de Sud Radio bien sûr avec nos 2 invités qui sont comme je le disais tout à l'heure Éric Vigouroux, organisateur et instigateur de la Croisière Verte, et Henri-Jacques Citroën, petit-fils du célèbre André Citroën, constructeur automobile français que l'on ne présente plus. Éric, on imagine la difficulté de ce long périple en Afrique bien sûr. Ce parcours du combattant a-t-il requis des modifications techniques majeures sur vos véhicules ? Oui, bien sûr. Comme André Citroën l'avait fait à son époque. On en parlait d'ailleurs avec Henri-Jacques à l'instant, mais qui prendra sans doute la parole au sujet des sièges qui étaient très restreints et notamment de votre assise. Oui. Mais je vous laisse la parole. Pardon. Ça, non, il n'y a pas de souci. Ça, c'était une des modifications qu'on a dû faire. On a effectivement retiré le siège passager pour y mettre 44 panneaux solaires à la place. Ah, c'est fou. Mais je disais à l'instant qu'on a eu la même approche qu'André Citroën, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti avec des voitures purement de série. On est parti sur la base de véhicules existants. En l'occurrence la Citroën Ami, qu'on a pris délibérément à contre-emploi, parce que clairement elle n'est pas faite pour ça à l'origine, donc on a dû effectivement l'adapter au niveau des suspensions, au niveau du châssis, au niveau du pack batterie, parce qu'avec 60 km d'autonomie, on ne serait pas allé bien loin. Donc on a fait les modifications qui étaient nécessaires pour préparer la voiture au défi pour laquelle on l'a préparée. Et puis moi, en tant qu'organisateur de la Croisière Verte, en faisant référence à la Croisière Noire, c'était hyper important que ce soit une vraie aventure, difficile, avec des vrais challenges, et qui soit capable aussi de faire avancer la technologie en la poussant à ses limites. Donc c'est ce qu'on a, je pense, réussi à faire. Et c'est pour ça que, pour moi, André Citroën a été une inspiration extraordinaire pour vraiment définir le concept du début à la fin, aussi bien par rapport à la préparation des voitures, qu'à la façon de progresser et de gérer la logistique de cette expédition. Henri-Jacques, est-ce que vous pensez que votre grand-père aurait été admiratif de cette Croisière Verte et notamment d'Éric Vigouroux qui en est l'instigateur? Absolument, je lui ai dit d'ailleurs dès qu'il est arrivé, je lui ai dit qu'il aurait été plein d'admiration parce qu'il fallait quand même le faire de traverser un continent, faire 16 000 km dans une petite voiture de ville pour faire des mini-déplacements. Ils ont réussi à le faire avec une situation que moi je considère inconfortable puisque la place du passager était occupée par les panneaux solaires et quand les panneaux étaient rangés dans la housse, il n'y avait pas beaucoup de place et bon, Éric Vigouroux est assez grand, donc son bras passait au-dessus de la housse en question, mais les autres, ils ont fait le parcours avec le bras un peu surélevé. Un inconfort permanent. Bah, oui, inconfort permanent. De toute façon, les croisières, la croisière noire, la croisière jaune, c'était pareil. J'ai eu l'occasion de conduire un jour une auto-chenille. Et je vous assure que le strapontin du métro est plus confortable que le siège du conducteur. Et je voulais que Éric Vigouroux, si tu me permets, raconte comment se passait sa journée
ou séjourné pour le chargement des batteries, parce que c'est quand même intéressant de voir le... Ah ben on va en parler, bien sûr, voilà. on va en parler. Alors on imagine bien sûr la difficulté de ce long périple en Afrique, ce parcours du combattant qui a requis donc un certain nombre de modifications, et Henri Jacques en parlait notamment au niveau du siège, de l'inconfortabilité globale. Mais combien de kilomètres avez-vous parcouru et combien de pays avez-vous traversé avec ces petites machines électriques? Écoutez, on est parti de Paris le 16 octobre. On a fait un pré-départ du Mondial de l'Auto et c'est Henri Jacques qui nous a fait l'honneur de nous donner ce pré-départ pour rejoindre Ouarzazate au Maroc le 28 octobre. Et là, on est parti 100 ans jour pour jour après la croisière noire. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un symbole très fort. Très symbolique. Et il était important pour nous de respecter ces dates clés pour entretenir le symbole. Et effectivement, ça a été très difficile. On est sorti de notre zone de confort à de multiples reprises. Mais c'était l'esprit, c'était dans cette approche des choses qu'on voulait le faire. Et franchement, on s'en est bien remis, mais ça a été très difficile, très fatigant. J'imagine. Et les batteries, alors, puisque c'était la question d'Henri Jacques, comment vous les avez rechargées? Puisqu'on imagine difficilement, sur un périple comme celui-ci, comment ça s'est passé réellement? On avait deux grandes façons de recharger nos batteries. D'abord, avant le départ, on avait repéré toutes les centrales d'énergie renouvelable qui existaient en Afrique et on avait pris contact avec la majorité d'entre elles pour obtenir les autorisations le moment venu pour pouvoir se raccorder directement à ces centrales qui étaient essentiellement solaires, mais aussi hydroélectriques et même éoliennes en Mauritanie. Sinon, quand les espaces étaient trop importants ou qu'il n'y avait tout simplement pas de centrale d'énergie renouvelable sur notre itinéraire, on sortait nos 44 panneaux solaires. Ça nous prenait à peu près 45 minutes. Et là, la magie opérait. Et je vous assure que c'est une sensation incroyable d'être au milieu de nulle part, au fin fond du désert, de ne pas avoir à chercher la moindre prise de courant, la moindre pompe à essence, simplement de déployer ces panneaux solaires et de voir les batteries se remplir pendant que on s'affaire à d'autres choses pendant l'expédition. Je veux dire, c'est une sensation incroyable, une sensation de liberté inouïe parce qu'on a besoin de personne, on est complètement autonome. Et d'ailleurs, ça c'est un élément important sur lequel je voulais revenir. On a souhaité, pour rester fidèle encore une fois à l'esprit des croisières Citroën, on a souhaité la faire en totale autonomie et sans assistance. Et partir avec des Citroën amis dans ces conditions, je vous assure que c'était pas gagné d'avance. On m'a traité de fou je ne sais combien de fois par rapport à ça, puis aussi par rapport aux risques géopolitiques, par rapport aux mauvaises rencontres. Mais on a réussi à aller au bout de ce challenge. On a évité les gros pépins et je suis tellement heureux de pouvoir en témoigner aujourd'hui devant vous. Alors Henri Jacques, puisque nous parlons de Citroën et qu'en plus vous en portez le nom, je sais que vous menez vous aussi un combat acharné, puisque vous en parliez aussi au début de l'émission, pour que votre grand-père André Citroën puisse entrer au Panthéon. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. C'est une démarche que j'ai commencée quand j'ai appris que Joséphine Baker allait rentrer au Panthéon, parce que comme elle était une copine de mon grand-père, je suis si elle y rentre, mon grand-père y rentre. En plus de ça, il a un CV qui le mérite. Ça serait le premier industriel, premier chef d'entreprise à rentrer au Panthéon, et je dis à qui veut l'entendre qu'il est temps de rendre hommage à ceux qui ont contribué à faire la richesse et la force de la France et des Français. Bon. Alors, chers auditeurs, si vous voulez soutenir l'honorable et logique démarche de notre invité, vous pouvez rejoindre sa liste de soutien en vous rendant sur son site dédié. J'imagine que vous en avez un. Et si c'est le cas, lequel? Il sera prêt, le site il sera prêt dans 10 jours. Ah. Parce que il y a eu tellement de couverture médias, presse écrite, radio, télévision, les posts, que je me suis dit non, il faut qu'il reste une trace. Et donc on est en train de le préparer. Il sera prêt dans 10 jours. Mais je voulais juste dire une chose, si vous me permettez, pour expliquer pourquoi. Rapidement. La démarche. André Citroën coche toutes les cases. Réindustrialisation de la France qui est en cours. Recherche de la cohésion sociale, renforcement du rôle de la femme et la recherche aussi du progrès technologique. Et tout ça autour d'une personne qui est issue de l'immigration, puisqu'André Citroën devient français à l'âge de 18 ans pour pouvoir rentrer à Polytechnique. Une famille très européenne. Donc il a tous les mérites pour y rentrer. Et vous saviez que Victor Hugo disait « L'avenir est une porte et le passé en est la clé ». Aujourd'hui, après vous avoir écouté, cher Eric, en rebondissant sur les expéditions historiques d'André Citroën, vous avez su nous projeter vers l'avenir en ayant à la fois trouvé la clé et la porte.
et qui plus est en incitant les jeunes à se lancer dans l'aventure. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Cher Éric Vigourou, aventurier, créateur de la Croisière Verte, et cher Henri Jacques Citroën, petit-fils du célébrissime André Citroën. On se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio pour de nouvelles aventures et solutions écologiques. Bien entendu, toujours positives et optimistes. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.